Musique, bonjour, amis islamiques. C'est formidable de vous revoir ici sur la chaîne de Robs Islamiques. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander de montrer votre soutien en donnant un like, en commençant et en partageant cette vidéo. L'histoire d'aujourd'hui concerne le voyage de l'américain convert Robert Dixon Crane. Lorsqu'il a rencontré l'islam pour la première fois, Robert a été surpris par ses enseignements. Il avait initialement pensé que l'islam était très négatif. Il n'avait jamais vraiment pensé à l'islam de manière sérieuse. Tout ce qu'il savait sur l'islam, c'est que les bons musulmans devaient tuer des chrétiens et que le ciel musulman était comme un bordel. Il était tellement fatigué de cette idée, comme il l'a mentionné dans une interview avec Steven Barbosa pour son livre « Djihadisme américain » après que Robert Dixon Crane de Malcolm X soit diplômé de la Harvard Law School. Il a travaillé comme conseiller en politique étrangère du président Richard Nixon de 1963 à 1968. Pendant une courte période, il a également été directeur adjoint du Conseil national de sécurité pendant l'administration Nixon. Plus tard, il a été ambassadeur du président Reagan aux Émirats arabes unis, au Crane a ensuite dirigé la section juridique du Muslim American Council, une organisation basée à Washington, D.C. Cette organisation a travaillé pour s'opposer fermement à la discrimination à l'égard des musulmans, à sensibiliser politique des musulmans, et plus encore. Ils ont tout convenu des questions les plus importantes de la communauté musulmane. Il a proposé un nouveau plan pour inclure les croyances islamiques dans les discussions politiques modernes à Washington de manière intelligente et professionnelle. L'idée de base est que l'islam ne sépare pas les choses religieuses et spirituelles de la vie quotidienne. Lui et d'autres traditionalistes islamiques disent que si les chrétiens voient la création du monde comme un péché qui ne peut être pardonné que par la foi, les bouddhistes voient le monde comme un mauvais et le salut que de ne s'abandonner qu'en abandonnant le désir. L'islam considère la création comme du bien. La création est considérée comme un signe de la grande puissance de Dieu. Dans l'islam, nous pensons que les humains ont une responsabilité particulière de prendre soin de notre monde. En 2011, nous avons été ravis d'accueillir Crane à la Fondation du Qatar au Qatar. Il a été invité à enseigner un cours sur la façon dont la politique est faite à Washington. À son arrivée le 1er janvier 2012, il a été ravi d'être réaffecté à un poste de professeur complet et à nommé directeur d'un nouveau centre de recherche de la Faculté des études islamiques du Qatar. Le centre s'appelait le Centre pour l'étude de la pensée islamique et des sociétés musulmanes. Sa mission était d'étudier et de promouvoir la pensée islamique dans un contexte contemporain. Les origines de la pensée islamique sont tellement intéressantes. Je suis tellement excité de vous en parler. Le 1er janvier 2014, Crane a été nommé professeur émérite pendant 18 mois. Pendant ce temps, il a travaillé sur son manuel en 4 volumes, Islam and Muslim, Essence and Practice. Ce livre était un modèle pour une proposition pour le Center for Holistic Education. Le centre voulait produire un manuel édité sur le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le confucianisme et les religions autochtones. Le manuel serait écrit par des érudits spirituels dans ces religions mondiales. La grue familiale Chuki parle de son arbre généalogique Chuki et de ses racines. La famille des grues a une histoire riche qui remonte à l'Angleterre du XVIIe siècle, à la stratégie mentale, à la diplomatie et même à un banquet à Bahreïn qui a changé leur réflexion sur l'islam. Ils sont venus à New Haven, Connecticut en 1636, certains d'entre eux s'installant dans la ville d'Elizabeth, qui est maintenant Elizabeth, New Jersey. Voici la confession complète de Crane, citée dans le livre islamique Jihad, traduit par Sudmantiba et Fathia Basri en style américain, Malcolm X 1995. Du côté de ma mère, nous avons aussi une longue histoire. Parmi les nombreux Européens qui sont venus en Amérique en 1608 sur le 2e navire à Jamestown, il y avait un groupe de prisonniers. La famille de ma mère était l'une d'entre elles. C'étaient des débiteurs qui ont été libérés de prison à condition qu'ils aient travaillé pendant 7 ans dans un pays colonial. C'était une situation difficile pour eux. Je suis né à Cambridge, Massachusetts. Mon père a enseigné l'économie à Harvard pendant 10 ans. Son propre père n'a pas réussi les 6 mois. En fait, il était un clochard dans les années 80 et 90 du siècle dernier. Il est parti. Il est rentré chez lui après la 6e année et a erré pendant 12 ans. Il a épousé ma chère grand-mère,
qui était d'une tribu indienne. Les grands-mères étaient déterminées que leurs enfants devraient obtenir une bonne éducation. Ces deux fils ont obtenu un doctorat et ces deux filles ont obtenu des diplômes de baccalauréat. Ils ont été la première génération à sortir des errances et des fermes sales de sous le centre de l'Indiana. La famille de ma mère était très riche. Le père de ma grand-mère était l'un des partisans financiers de la Northwestern University. Ma mère a appelé. Mon père et moi étions comme la nuit et le jour. Nous avions des opinions si différentes sur la vie, et il était difficile pour nous de nous entendre. C'était un barbare, et l'argent était la seule chose qui comptait pour lui. Je suis allé à Harvard, mais j'ai décidé d'abandonner et d'aller à Baylor à Northwestern. Ma famille voulait vraiment que je sois président de la société de matériel familial. J'y ai travaillé 20 heures par semaine et j'ai tout appris à partir de zéro. Ensuite, ma famille m'a demandé de continuer à étudier. À la Harvard Law School, ils ont pensé que ce serait mieux que d'obtenir un BA degré. J'ai étudié à Harvard Law, mais j'ai ensuite changé de cœur. Ils voulaient que j'étudie là-bas pour obtenir des antécédents éducatifs qui me permettraient de contrôler l'entreprise, mais je suis allé là-bas pour étudier les problèmes de justice. Quand j'étais à Cambridge, j'ai écrit sur la stratégie spatiale soviétique pendant la crise des missiles cubains. J'ai également écrit un long article sur les stratégies de guerre psychique. Je soupçonnais déjà que les soviétiques gagneraient le missile. Et, je comprends totalement. Tout le monde pensait que les États-Unis seraient en mesure de gérer la crise, mais il était clair pour moi que l'objectif de Koff n'était pas d'intimider ou d'utiliser ces missiles contre les États-Unis. Le but était de consolider le pouvoir communiste à Cuba. La méthode consistait à installer les missiles, puis à les retirer, avec une garantie de l'engagement de l'Amérique à ne pas interférer dans les affaires de Fidel Castro. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Khrouchtchev devait croire que Kennedy n'appuierait pas sur ce bouton. Koff n'aurait pas pu le manquer. Kennedy était vraiment inquiet pour la guerre nucléaire. Il a pensé que s'il ne se débarrassait pas des missiles tout de suite, les choses empireraient et une guerre nucléaire pourrait commencer. Si vous avez vraiment peur de la guerre nucléaire, vous devez faire quelque chose. C'est pourquoi Kennedy était prêt à prendre un risque pour éviter davantage de combats. S'ils peuvent montrer au peuple américain qu'il y a un réel danger, ils peuvent nous contrôler. Nous ne pouvons même pas imaginer ce que cela signifierait. Scénario de guerre post-nucléaire. Pendant ce temps, le conseiller de Nixon, moi, a étudié l'orchestration soviétique de la pensée américaine. Richard Nixon l'a lu dans un avion de la Californie à New York. Il m'a appelé peu de temps après l'atterrissage en janvier 1963 et m'a demandé si je serais son conseiller sur la politique étrangère. Nous avons divisé le monde en zones et sujets. Ensuite, j'étudierai des magazines professionnels pour trouver les meilleurs articles sur chaque sujet. J'ai régulièrement combiné tous les articles dans un résumé pour lui de lire parce qu'il était Nixon était un très cher lecteur. Il était intéressé à lire sur diverses religions et il voulait connaître l'islam. À ce moment-là, j'avais lu un peu sur l'islam parce que je pensais que l'islam serait l'allomètre le plus fort et le plus durable des États-Unis contre le communisme. Nous, tous les deux, Nixon et moi, voyons le communisme comme une menace mondiale de 1963 à 1966. J'ai exhorté Nixon à retourner au bureau. J'ai également conseillé Gerald Ford sur divers magazines et conseillé de grands dirigeants républicains après les élections de 1966. Après les élections, il y avait un sentiment d'optimisme et de confiance dans le parti républicain. J'ai été invité à partager mes idées en tant qu'expert républicain de défense par les nouveaux membres du Congrès. Nous avons eu une série de séances informatives sur 3 jours. Après cela, j'ai eu le plaisir de visiter le bureau de Nixon. Pat Nixon était occupé à écrire des adresses sur les cartes de Noël. Habituellement, il a envoyé 200 ou 300 cartes, mais son bureau était rempli de milliers de cartes à ce moment-là. J'ai dit, quelle chose merveilleuse. Le patron y va vraiment. Encore une fois, Pat a dit oui, et j'ai une mauvaise sensation dans mon estomac qu'il va se blesser. J'ai dit, tu dois plaisanter. Cela n'a aucun sens. Il a dit, je sais, mais il se blessera. Il était tellement inquiet du désir de Nixon de courir. Quand je pense que Pat a vu 2 côtés à Nixon. Un côté était son vrai moi, c'était une personne incroyable. L'autre côté était sa personnalité qui a émergé quand il avait du mal pour le pouvoir parce qu'il était sur le mauvais chemin, mais il voulait réussir. C'est pourquoi il a amené Henry Kissinger à bord,
pour obtenir de la crédibilité avec ce que j'ai considéré comme un gouvernement laïque. Et ne le sauriez-vous pas, c'est ce qui a causé le cas de Watergate. La mauvaise personnalité est apparue en se battant pour le pouvoir. Il est devenu un combattant de rue et le bon Nixon a simplement disparu. Je pense que c'est ce que Pat Nixon savait que cela se passerait, comme ça quand il a atteint la Maison Blanche. Kissinger s'est débarrassé de moi pendant la campagne de 1968. Il m'a affecté à rédiger 5 articles sur 5 problèmes majeurs de politique étrangère. J'ai fini par écrire 50. Il a divisé les pages en sections, c'est ainsi que Kissinger a réussi à garder ses adversaires engagés. J'ai rassemblé les 5 journaux en un seul livre, et Gerald Ford a écrit une belle introduction. Il m'a appelé et m'a dit, « Vous pouvez publier votre livre avec mon introduction, mais j'aimerais ajouter un commentaire sur chacun des principaux numéros du livre. » Vous et Kissinger avez des opinions différentes, donc pour l'instant, retenons-nous de publier ce livre. Allez avec ce qu'on vous a dit, mais j'aimerais en discuter davantage. Je vais toujours partager mes réflexions sur ce qui s'est passé. J'ai été nommé directeur adjoint de la planification du Conseil de sécurité nationale par Nixon, mais Kissinger est devenu directeur. Le lendemain, ils m'ont montré où j'étais dans le personnel. Je suis revenu le lendemain, mais j'ai découvert que j'avais été enlevé. Kissinger m'a licencié après seulement une journée de travail. Il n'avait pas le choix. Vous devez travailler avec des gens qui vous soutiendront. Alors, il m'a licencié. Je ne suis pas intéressé à étudier l'islam. Je ne pense pas que cette religion soit très primitive. Je conseille à Nixon de faire équipe avec l'islam pour affronter les communistes. Je sais que l'islam n'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais c'est une façon assez cool de se tenir contre le communisme. À l'été 1977, j'étais à Bahreïn, où il faisait si chaud, c'était plus de 100 degrés. Ma femme mourait d'envie de voir Al-Hakam, la plus ancienne ville commerciale. Il a ces ruelles étroites qui ressemblent à un réseau géant de rues, toutes conçues pour éloigner les pirates. Nous voulions également découvrir les palais des princes commerciaux, qui sont en plein milieu de la ville d'Al-Mar. Nous nous sommes un peu retournés dans la foule, et j'avais l'impression que j'allais s'évanouir. J'étais probablement hors de là pendant quelques minutes. Heureusement, un vieil homme a vu ce qui se passait et nous a emmenés chez lui, qui était juste en face. Nous avons passé le reste de la journée là-bas, à discuter et à manger. Nous avons parlé de toutes sortes de choses et il m'a dit qu'il était musulman. J'ai été vraiment surpris, car il était une personne si gentille. Nous n'avons jamais parlé de l'islam, nous nous sommes concentrés sur le bien dans le monde. Le monde a sa part de défis, mais il y a aussi tellement de beauté, de vérité et d'espoir. La chose la plus importante est de comprendre et de poursuivre la vérité, et de vivre d'une manière qui le reflète. C'était une personne si gentille. Nous n'avons jamais parlé de l'islam, nous avons parlé de ce qui est bon dans le monde. Le monde a de bonnes et de mauvaises choses, et parfois il est difficile de voir le bien. Mais il y a aussi des actes de gentillesse, de beauté, de vérité et d'espoir. Ce qui est vraiment important dans le monde, c'est comprendre et poursuivre la vérité et vivre d'une manière qui reflète cette vérité. Pour beaucoup, la vérité n'est pas un produit de la création humaine, mais quelque chose qui vient d'une source divine supérieure. C'est là que Dieu joue un rôle central dans le monde. Ses conseils, que ce soit par la nature, la révélation ou les enseignements des prophètes, est la boussole par laquelle l'humanité devrait naviguer. Cependant, c'est une expérience commune que les gens ont souvent du mal à accepter cette direction divine. Parfois, c'est à cause de malentendus ou d'influences sociétales. Je pensais que je savais ce qui était vrai, mais j'ai entendu quelqu'un parler d'une manière qui m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir. Cette personne, un musulman, semblait partager les mêmes valeurs que je retenais, ce qui le rendait encore plus surprenant. Comment quelqu'un pourrait-il être aussi aligné avec mes croyances? Je pensais que je savais ce qui était vrai, mais j'ai entendu quelqu'un parler d'une manière qui m'a fait remettre en question tout ce que j'avais toujours cru. Cette personne était musulmane, et il semblait avoir les mêmes valeurs que j'ai toujours voulu avoir. Je pensais que c'était étrange que quelqu'un puisse être aussi aligné avec mes croyances et toujours faire partie d'une religion que je connaissais si peu. J'ai alors réalisé que j'avais été mal informé, et il était temps pour moi de commencer à étudier l'islam. Alors que je me plongeais dans les enseignements de l'islam,
j'ai découvert que ces principes fondamentaux s'alignaient sur ce que j'avais toujours cru de la justice, de la vérité et de l'importance de rechercher des connaissances. Cependant, il y avait une chose qui m'a initialement troublé. J'avais toujours pensé que s'incliner dans la prière était réservé aux rois et les plus honorables, et que s'incliner à quiconque serait irrespectueux. Mais alors que je poursuivais mon étude, j'ai compris que lorsqu'un musulman s'incline dans la prière, ce n'est pas pour un être humain, mais pour Allah, la Créateur des cieux et de la terre. Que si l'imam pouvait s'incliner devant Allah, cela signifiait qu'il montrait la plus haute forme d'humilité, quelque chose que je n'avais pas tout à fait saisi à l'époque. Mon voyage m'a conduit à une conférence sur les mouvements islamiques en 1980 dans le New Hampshire, où j'ai eu l'incroyable opportunité de rencontrer certains des penseurs islamiques les plus brillants de l'époque. C'est là, juste avant le déjeuner un vendredi, que j'ai été témoin du vendredi. L'imam a conduit tout le monde dans la prière, et j'ai été étonné de voir à quel point tout le monde se sentait paisible et connecté. Je me sentais tellement humilié et éclairé assis dans le dos, et c'était comme si une ampoule s'était éteinte dans ma tête. Ce que j'avais à chercher n'était pas seulement un ensemble de croyances, mais un mode de vie basé sur la vérité. Cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux et a façonné ma compréhension de l'avocat. J'ai vu qu'il y avait un besoin d'une meilleure représentation des valeurs islamiques dans le système juridique américain. J'ai été élu président de la Muslim American Bar Association, ABA, une organisation qui cherche à résoudre les problèmes pertinents pour les musulmans en Amérique. Nous visons à déplacer l'objectif de l'ABA pour mettre en évidence les perspectives islamiques sur la justice, les droits de l'homme et le rôle de la religion dans la vie publique. En tant qu'avocat, j'ai vu qu'il avait besoin d'une meilleure représentation des valeurs islamiques dans le système juridique américain. J'ai été élu président de la Muslim American Bar Association, ABA, une organisation qui cherche à résoudre les problèmes pertinents pour les musulmans en Amérique. Nous visons à déplacer l'objectif de l'ABA pour mettre en évidence les perspectives islamiques, car les musulmans sont souvent absents de ces discussions importantes. La vérité selon l'islam vient de Dieu, et non de l'invention humaine. Et la justice, qui est dérivée de cette vérité, forme le fondement des enseignements islamiques. Les érudits islamiques ont décrit 6 droits humains fondamentaux, la vie, l'égalité, les propriétés privées, la liberté politique, la dignité et la liberté de rechercher. Nous savons que les musulmans ne sont souvent pas inclus dans ces discussions importantes. La vérité selon l'islam vient directement de Dieu, et non de l'invention humaine. Et la justice, qui est dérivée de cette vérité, forme le fondement des enseignements islamiques. Les érudits islamiques ont décrit 6 droits humains fondamentaux, la vie, l'égalité, les propriétés privées, la liberté politique, la dignité et la liberté de rechercher des connaissances. Chacun de ces droits est crucial pour assurer la dignité de chaque être humain. Il devrait informer les politiques que nous créons dans des domaines comme l'éducation, le droit et les droits de propriété personnelle. Pourtant, malgré le nombre croissant d'avocats musulmans aux États-Unis, les préjugés existent toujours dans le système judiciaire. Par exemple, un prêtre qui a été battu dans un aéroport a eu du mal. Il est si important de comprendre que chacun de ces droits est essentiel pour s'assurer que tout le monde a de la dignité. Ces droits devraient guider les politiques que nous créons dans des domaines comme l'éducation, le droit et les droits de propriété personnelle. Même s'il y a de plus en plus d'avocats musulmans aux États-Unis, il y a toujours des préjugés dans le système judiciaire. Par exemple, un prêtre qui a été attaqué dans un aéroport a eu du mal à trouver un avocat qui pouvait l'aider. L'avocat qui l'a aidé a pris 4 ans pour gagner l'affaire. Cela montre un problème plus important dans le système juridique américain, où les musulmans et autres minorités ont souvent du mal. Pour cette raison, nous avons créé l'American Muslim Legal Defense Association pour aider à ces affaires personnelles. Il a fallu 4 longues années de bataille juridique pour que l'avocat de la défense remporte l'affaire. Cela nous montre que les musulmans et autres minorités ont souvent du mal dans le système juridique américain. Nous avons créé l'American Muslim Legal Defense Association pour aider ces personnes et nous assurer que les musulmans sont traités équitablement dans le système juridique. Cela fait également partie d'un mouvement plus important pour s'assurer que les croyances religieuses et morales font partie de toutes les parties de la vie en Amérique, comme les médias, l'éducation et le gouvernement. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ces institutions devenir complètement laïques. Cela détruira les fondations morales de notre société.
Nous devons tous être sûrs de nous assurer que les musulmans sont traités équitablement dans le système juridique. Cela fait partie d'un mouvement plus large pour s'assurer que les principes religieux et moraux font partie de toutes les parties de la vie publique en Amérique, y compris les médias, l'éducation et le gouvernement. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ces institutions devenir complètement sécularisées, car cela sape les fondations morales sur lesquelles ce pays a été construit. Les pères fondateurs d'Américains croient qu'une société ne peut pas prospérer sans être enracinée dans la moralité et que la moralité doit être basée sur une source plus élevée, quelque chose au-delà de la pensée humaine. Jefferson, qui était souvent étiqueté à tort un athée, pensait que la démocratie ne pouvait fonctionner que si les personnes au pouvoir étaient guidées par une boussole morale plus élevée. Les pères fondateurs de l'Amérique croyaient qu'une société ne pouvait pas prospérer sans être enracinée dans la morale. Ils pensaient que la morale devrait être basée sur une source plus élevée, quelque chose au-delà de la pensée humaine. Jefferson, qui était souvent mal étiqueté athée, pensait que la démocratie ne pouvait fonctionner que si les personnes au pouvoir étaient guidées par une boussole morale plus élevée. Les institutions publiques sont peut-être devenues laïques, mais les gens reconnaissent toujours la nécessité d'une norme morale plus élevée. L'écart entre les institutions gouvernantes et le peuple est un vrai problème en Amérique aujourd'hui. La vision des fondateurs américains était de voir si une société pouvait être dirigée par des hommes et des femmes guidés par Dieu. Nous avons encore du mal à faire de cette vision une réalité. Nous avons tout du mal à combler cet écart, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'à cause de cela que nous continuons à échouer dans cette grande expérience. Revenons aux principes qui ont guidé la fondation de cette nation, d'accord? Principes ancrés dans la vérité, la justice et la croyance que toute l'humanité est responsable d'un pouvoir supérieur. C'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et que nous vous verrons dans la prochaine vidéo.